je suis très heureuse de pouvoir animer cette dernière table ronde de la journée. Je m'appelle Agnès Allossery, je suis directrice du programme biodiversité à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Et donc je remercie les collègues de l'UICN qui m'ont proposé d'animer cette table ronde sur les manières dont la recherche peut en fait se saisir des questions socio-économiques qu'on a déjà pas mal abordées ce matin pour pouvoir faire avancer ces enjeux de biodiversité et de développement. Alors je voulais revenir un petit peu sur quelques éléments de cadrage de cette réflexion, puisque toute la matinée on a parlé de la biodiversité surtout via le prisme des aires protégées, la protection, et comment aujourd'hui il faut qu'elle puisse inclure les enjeux de développement. Mais là je voudrais aussi que à l'occasion de cette discussion on regarde un petit peu ce qui se passe au-delà des aires protégées, parce qu'en fait la biodiversité c'est pas qu'un enjeu dans les aires protégées. J'avance cela parce que je travaille sur ce sujet à l'IDRI, mais aussi et surtout parce que, en fait, dans le cadre mondial pour la biodiversité, qui est l'accord sur lequel les 196 États partis à la Convention sur la diversité biologique se sont mis d'accord en décembre dernier lors de la fameuse COP15, dont sûrement de très nombreux d'entre vous avaient entendu parler, eh bien, il y a une réflexion qui, je trouve, est assez intéressante par rapport à la manière dont, typiquement, on a séparé les sujets biodiversité et les sujets de développement. Cette séparation, vous la retrouvez même dans la formulation des objectifs de développement durable, qui, tout en disant qu'ils étaient interdépendants, a un petit peu cantonné les enjeux de biodiversité et d'écosystèmes aussi sur la vie terrestre et la vie marine, sans qu'on les retrouve dans les questions d'alimentation, de réduction de la pauvreté, etc. Et pourtant, les débats de ce matin ont bien montré qu'il y a des contributions très nettes à apporter. Et en fait, l'objectif de cette table ronde, ça va être de se dire, finalement, si on partait de la biodiversité en présence pour concevoir des trajectoires de développement, et non pas finalement une espèce de réconciliation à contre-coup lorsqu'on pense les politiques de conservation. Et ce que le cadre mondial de la diversité biologique nous amène pour réfléchir à cela, eh bien c'est que il y a notamment deux cibles qui parlent de l'intégration de la biodiversité dans les politiques dites sectorielles. Alors là, c'est surtout pour parler des secteurs productifs, et en l'occurrence pour les pays tropicaux dont on parle plus tôt aujourd'hui, on va retrouver les questions d'agriculture, de foresterie, de pêche, mais on pourrait se dire que ça peut aussi concerner toutes sortes d'autres secteurs. Il y a d'ailleurs une deuxième cible qui concerne un petit peu plus généralement les écosystèmes en présence, qui vont aussi être nécessaires, par exemple, à l'industrie, au bien-être en ville, etc., via le concept des contributions de la nature apportées aux populations, qui est un concept par ailleurs pas mal étudié par la plateforme IPBES, la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques. Donc là, l'objectif de cette table ronde, ça va être un petit peu de faire le grand écart entre les concepts que la recherche peut nous amener pour penser cette intégration dans les aires protégées, mais aussi au-delà. J'espère que à ce stade, je vous ai déjà convaincu que c'était intéressant de le faire. Et pour cela, on va avoir Romain Douda, qui est chercheur, qui va nous rejoindre, Julien Calas, qui s'occupe des programmes de recherche à l'AFD. Donc on est déjà finalement dans le cran de recherche et action financement. Et puis Marie-Cécile Thirion, qui est responsable pardon Marie-Cécile, j'ai oublié le titre, adjointe de la division agriculture, développement rural et biodiversité, où là donc vraiment on est finalement en bout de chaîne dans l'opération, si je puis dire, et comment la recherche est intégrée là-dedans. Donc je vais demander aux trois panélistes de me rejoindre sur l'estrade. Ils vont avoir un petit temps aussi pour présenter un petit peu plus aussi leur bagage et leurs travaux, beaucoup mieux que je l'ai fait ici en 2 secondes. Ceci afin que vous compreniez aussi de quelle perspective ils parlent, et finalement comment, via leurs différents travaux métiers, ils peuvent réfléchir à cette question de biodiversité et développement. Donc écoutez, là j'ai pas d'ordre prévu. Marie-Cécile, tu as un micro. Tu veux, parce que je te redonnerai la parole pour la présentation. Oui. Je croyais que Ok, donc je suis Marie-Cécile Thirion, je suis adjointe à la division agriculture, biodiversité et développement rural. Donc c'est un peu une spécificité de l'AFD d'avoir essayé de regrouper dans une unité technique, une division technique, plusieurs secteurs qui d'habitude sont séparés. Alors j'ai bien entendu ce matin que c'était pas suffisant, il faudrait qu'on y mette les routes, qu'on y mette l'urbain, etc. Bon, on va pas y arriver, déjà on est un peu gros. Mais il y a déjà ce choix qui a été fait, qui est absolument pas anodin et qui se reflète dans nos pratiques, ce que je vais essayer de vous montrer tout à l'heure. Merci.
Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Romain Duda, je suis anthropologue et je travaille sur les questions des relations société-environnement avec des terrains de recherche spécifiquement en Afrique centrale, dans le bassin du Congo, donc en forêt tropicale, donc où je passe là depuis quelques années plusieurs semaines ou mois par an, donc avec beaucoup de terrain. Ce sera mon point d'entrée aujourd'hui. Et donc j'ai à la fois un pied dans la recherche académique sur les questions d'anthropologie de l'environnement. Là, je viens de passer 4 ans à l'Institut Pasteur à travailler donc sur les questions de relations entre pratiques humaines, écologie et émergence de maladies infectieuses en forêt tropicale en Afrique centrale. Et également un pied dans l'expertise avec des missions de consultance spécifiquement, généralement sur les questions de populations autochtones pygmées, qui sont ici un cas d'étude assez intéressant, puisque voilà, ancienne population de chasseurs-cueilleurs, stigmatisée, marginalisée à tous les niveaux de la société, qui fait aussi l'objet de discrimination positive, hein, faut le dire, dans les questions de l'aide au développement. Et c'est intéressant. Donc ils ont un attachement très fort à la forêt, à la biodiversité, en étant très fortement dépendants de cette biodiversité, et en même temps qui sont la cible en fait de beaucoup de projets de développement avec une forme de discrimination positive. On peut en reparler. Donc voilà, c'est un cas d'étude assez intéressant sur les questions de biodiversité et développement. Ok, donc moi c'est Julien Calas, je ne suis pas alcoolique mais je suis au département de la recherche de l'AFD. Alors je suis d'où je parle. Comment? Non, je sais pas. Je m'appelle Julien Calas. Non, mais donc d'où je parle, il se trouve que je suis biologiste plus ou moins de formation. Je suis agronome aussi, et après j'ai donc travaillé toute ma vie à l'AFD quasiment, alors à l'étranger, hein, en poste sur le terrain. Puis après j'étais au FEFEM, donc j'ai travaillé avec le PPI là dont l'UICN parle, etc. Donc soutien aux ONG de terrain et des petites ONG quoi. J'ai fait plein de trucs, etc. Bref, aujourd'hui je suis à la recherche, hein, donc d'où je parle, c'est au sein de l'AFD, au département de la recherche, qui d'ailleurs donc s'appelle pas le département de la recherche pour bien, ça va vous montrer que je suis très loin de ce que je faisais avant. C'est un département qui s'appelle diagnostic économique et dialogue de politique publique. Donc en gros, on est censé nous à l'AFD à la recherche aider nos petits amis à se doter d'outils pour aider au dialogue de politique publique dans les pays d'intervention pour qu'ils prennent mieux en compte. Alors j'ai plein de types super forts en climat et maintenant on essaye de faire la même chose en biodiff quoi. Donc je vous préviens, j'espère que vous avez pris du café parce que moi ce dont je vais vous parler c'est stratosphérique quoi. Voilà. Merci. Magali, je veux bien du coup les diapos. Merci. Donc voilà, bon l'idée, vous n'êtes pas dans l'ordre des échelons de comment on va faire nos différents pas de côté géographiques, académiques, opérationnels, mais en tout cas vous voilà coincés avec nous pour une petite heure. Donc l'idée ce serait peut-être on va discuter ça un petit peu en 4 temps. On va revenir sur ces clivages entre développement et biodiversité, mais donc là passer au-delà des questions vraiment d'air protégé un petit peu et de comment on co-construit une aire protégée qui va avoir des retombées locales. On va parler de territoire d'une échelle plus macro. On va aussi parler un petit peu de comment ça oriente l'aide publique au développement et peut-être d'autres financements. Et ensuite, les questions d'intégration sectorielle donc que j'ai introduites et qui vont finalement être un petit peu, se poser la question de est-ce que c'est vraiment le nerf de la guerre et là où on aura forcément à un moment des conflits qui arrivent entre les intérêts économiques du développement et la conservation de la biodiversité. Et enfin, un petit peu une perspective du comment on s'en sort, comment on dépasse tout ça. Et on va revenir à un thème qui a été cher aux différents intervenants de ce matin, qui était sur finalement ce que les populations locales et les visions locales et là j'entends local, pas forcément à l'échelle d'un village, hein, mais ça peut être aussi sur des visions du monde, on va dire, qui sont autres que celles que nous on peut porter aussi dans les agences occidentales et chez les bailleurs et opérateurs globaux. Voilà, donc pour un peu structurer
ces 4 temps-là, je vais faire intervenir les différents panélistes, mais je voudrais d'abord donner la parole à Marie-Cécile, puisque en fait, il y a pas mal d'éléments sur lesquels on va revenir en disant et alors finalement l'AFD, comment vous vous positionnez par rapport à tout ça. Donc Marie-Cécile, tu vas nous donner une vue d'ensemble. Tiens, alors tu te mets, soit il y a la télécommande ou tu es debout, comme tu préfères. Sinon avec les flèches. Donc voilà, une petite vue d'ensemble de comment ça fonctionne dans l'AFD, puisqu'ensuite on reviendra un petit peu sur l'articulation avec les travaux de recherche en interne et sur le terrain. Oui, donc pour vous dire déjà que donc moi je fais pas la recherche puisque c'est la direction de Julien qui fait ces activités-là. Nous on est à leur écoute. On travaille aussi bien sûr avec les ONG, mais vous êtes aussi en contact avec les collègues de OSC, qui est un autre département. Et en plus de ça, la biodiversité étant considérée comme un sujet transversal, il est porté par encore une autre division qui s'appelle CLN. Il y a nature dedans. Voilà. Donc, juste pour vous dire que moi, ce que je vais vous donner, c'est le cadre d'intervention sectorielle que l'on a défini, qu'on a élaboré pour tous les projets qui touchent à l'agriculture, le développement rural et à la biodiversité et qui tombent dans notre division. Et déjà, ça a été un gros travail. Il faut se rappeler que cette division a été la fusion de 2. Qu'on trouve dans toutes les agences d'habitude, une division biodiversité et une division agriculture. Donc déjà, il a fallu faire prendre la mayonnaise, avec donc des gens qui avaient des expertises différentes, des approches différentes, et je peux vous dire que ça continue à chauffer. C'est pas du tout quelque chose d'apaisé, loin d'apaisé. Soyons clairs, nous dialoguons, mais ce que je veux dire, c'est pas des choix faciles, et je pense qu'on l'a vu encore ce matin. Il y a des tensions, il y a des attentes différentes en fonction des interlocuteurs. Beaucoup sont légitimes. Il y en a qui ne sont pas légitimes, mais beaucoup sont légitimes. Et quand on parle avec les populations, sachant qu'on ne sait pas ce que c'est que les populations, mais ça on l'a un peu vu tout à l'heure, elles-mêmes ont des attentes assez différentes. Donc voilà, juste pour vous dire que c'est pas quelque chose qui est une fois pour toutes faite, et c'est toujours remis en cause et remis en travail. Alors, on est parti juste. Alors, on a eu plusieurs analyses agricoles, etc. Moi, je me focalisais sur la biodiversité. On est parti du fait que ce qui impacte sur la perte de biodiversité, c'est la démographie. Ça, on ne s'en occupe pas. Ça, c'est nos collègues de la santé, on va dire. Les aspects socioculturels, ils sont transversaux pour nous. Les facteurs économiques et technologiques, en grande partie, on y retrouve l'agriculture. Je sais, j'ai entendu ce matin qu'il y a bien sûr d'autres activités qui impactent, mais l'agriculture reste, dans la plupart des pays où on intervient, le premier facteur de destruction de la biodiversité, ou en tout cas de destruction des aires protégées, là on va parler, les sujets d'institution et de gouvernance, et on n'en a pas parlé, un petit peu, avec la RDC ou sur les sujets de conflits et d'épidémies, et ça c'est l'autre intervenant qui va en parler. Sur cette base-là, on a voulu réaffirmer que pour nous, l'approche de la biodiversité de l'agriculture nous permettait de répondre à des enjeux globaux. C'est d'une part tout ce qui est l'articulation entre territoires ruraux et biodiversité, je vais y revenir, mais aussi les enjeux de changement climatique. J'imagine que vous savez que l'AFD a mis le changement climatique très haut dans son agenda. Ça a été une des premières agences à le faire, et on continue à porter ce flambeau. Donc il n'est pas question, bien sûr, de laisser tomber. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque vous les connaissez. On est aussi, bien sûr, de fait attaché aux engagements de la France et de l'AFD. Donc juste pour vous rappeler que on a quand même à porter maintenant quelque chose qui a été initié par la France, à savoir la stratégie nationale de lutte contre la déforestation, qui est devenue une réglementation européenne, donc on va falloir la décliner dans les pays. La France a été membre de la coalition, de la haute coalition pour la nature et les peuples, qui s'est traduit dans les engagements de Kunming-Montréal. Et ces engagements français se retrouvent très concrètement dans le plan stratégique de l'AFD, le POS. Là, je vous ai mis le POS 4 qui est encore en cours, mais il y a un POS 5 qui est en cours de discussion, qui va encore remettre la biodiversité, le climat en haut de l'agenda. Donc, juste pour vous dire que le POS qui se termine, nous avions un engagement de 1 milliard d'euros sur la biodiversité d'ici 2025. Je ne pense pas qu'on y arrivera, mais on essaye. Et de mettre 30% de la finance climat issue des projets
devant contribuer à la préservation de la biodiversité. Donc tout ça, c'est des engagements que nous avions pris il y a 2 ans. Au niveau de la division, nous avons réaffirmé des principes opérationnels dans lesquels je pense que vous allez vous retrouver, à savoir qu'il faut s'adapter aux contextes socio-économiques et écologiques locaux. Ils sont très différents, on ne peut pas appliquer partout la même chose, même si on a un socle commun. Il faut prioriser les populations les plus vulnérables, et là, je vous mets à défi de le faire, parce que on a discuté tout à l'heure de travailler avec les communautés, mais qu'est-ce que c'est les communautés locales? Moi, à titre d'exemple, dans l'océan Indien, on commençait beaucoup à me parler des migrants. Alors, je mets beaucoup de guillemets, hein. C'est souvent des gens qui viennent de l'île d'à côté, qui viennent de territoires du même pays, mais ceux-là, ce sont souvent les plus vulnérables, et ceux-là, ils ne sont pas représentés en général. Donc voilà, juste pour vous dire qu'on est sur des sujets, on est sur quand on parle de communauté locale, c'est une mosaïque qui a souvent peu de représentants ou qui a des représentants pour une partie de la communauté, donc c'est compliqué, mais ça reste un objectif. Et bien sûr, prendre en compte systématiquement les enjeux de climat et de biodiversité dans nos projets, quoi que l'on fasse. Alors après, on peut décider que si on est en train de travailler sur la formation professionnelle, l'enjeu climatique et biodiversité va se retrouver uniquement au niveau des cursus, et quand on va travailler sur une zone où il y a des aires protégées, la biodiversité sera plus centrale. On a pris des engagements aussi qui vont au-delà du poste de l'AFD, à savoir que on souhaite que 80% des financements qui sont octroyés au niveau de cette division aient des co-bénéfices climat, et qu'au moins 70% impactent sur l'adaptation. Pourquoi je cite l'adaptation? Parce que de fait, dans l'adaptation, on retrouve souvent la biodiversité. Et on souhaite aussi que 80% des financements climat octroyés chaque année aient des co-bénéfices biodiversité. Tout ça, c'est des objectifs. Voilà, on fait ce qu'on peut. Alors, ensuite, on a décliné notre cadre d'orientation stratégique autour de 3 axes. Je vais faire très vite. L'un est donc de contribuer aux transitions productives et écologiques, puisqu'on a quand même l'agriculture et la sécurité alimentaire qui est quand même centrale dans notre division. J'ai juste souligné ce qui me paraît être l'articulation avec la biodiversité. C'est essentiellement cet axe que l'on souhaite développer sur l'intensification agroécologique et la préservation des ressources naturelles, à savoir les sols, la ressource en eau et la biodiversité. Et il y a aussi tout un aspect sur la gestion durable des espaces forestiers. Alors je sais que la forêt, c'est pas la biodiversité, mais justement, chercher à diversifier les modes de gestion des forêts ouvre sur une certaine biodiversité. Le deuxième axe, c'est de soutenir les territoires ruraux, et là je vais revenir dessus, car pour moi en tout cas, c'est central pour faire le lien entre les enjeux d'agriculture, de sécurité alimentaire, de biodiversité. Donc ça signifie travailler sur la gouvernance locale du développement rural, ça signifie réfléchir sur les aménagements durables des territoires ruraux. On l'a un petit peu touché ce matin autour de tout ce qui va être planification participative, etc. Promouvoir la conservation et la restauration des milieux naturels et des aires protégées, et ça s'insère relativement bien dans une démarche de territoire. Le troisième axe, c'est celui qui a été souligné tout à l'heure, là, juste en introduction. Nous travaillons aussi, bien sûr, avec les institutions et les politiques. Nous appuyons des stratégies et des politiques publiques. Et en ça, on attend beaucoup de la recherche pour nous aider. Et on finance aussi des acteurs des territoires ruraux et des ONG. Alors, juste pour vous donner un état des lieux de... Bon, ça, c'est pas très intéressant. Peut-être nos engagements en biodiversité. Donc, on est à 620 000 en 2022, donc on est un petit peu loin du milliard pour 2025, mais ça progresse. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc je voulais juste revenir sur les territoires ruraux, qui sont donc pour nous une façon d'essayer de faire la synthèse entre biodiversité et agriculture. Beaucoup de nos projets, et ça a été présenté tout à l'heure par le collègue à travers l'évaluation, je crois. En effet, nous étions partis au début sur des appuis à des aires protégées, et progressivement, on a pris les populations autour des aires protégées, et maintenant, on commence à regarder plutôt des territoires dans lesquels il va y avoir des aires protégées. Alors, c'est progressif, ça dépend bien sûr des porteurs des projets. Tout ce travail que nous on fait et que vous faites, il faut savoir que nos interlocuteurs, qui sont avant tout les gouvernements, eux n'ont pas encore fait. D'une certaine manière, on a un ministère de l'agriculture, on a un ministère de l'aménagement du territoire, on a un ministère
de l'environnement et de la biodiversité, et chacun va porter des besoins, des souhaits d'appui, et venir avec quelque chose qui essaye de faire la synthèse de ça, c'est complexe parce que souvent on n'a plus de porteurs, on n'a plus de relais, et donc on n'a pas de demande. Je parle là de demande de la part des gouvernements. À l'AFD, on travaille en premier lieu avec les gouvernements. Si on fait autant de millions, c'est aussi parce qu'on travaille avec le gouvernement, pas avec les ONG. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup Marie-Cécile. Et oui, je pense qu'on va revenir à plusieurs fois sur les éléments du cadre que tu viens de présenter parce que ça va faire écho un petit peu à tous nos points et ça me permet de me tourner directement vers Romain parce que notamment tu as bien montré que en fait ça a été un défi déjà au sein de l'AFD de pouvoir intégrer ces différentes visions. On s'y confronte ensuite au déploiement avec les politiques publiques en place dans les États dans lesquels l'AFD intervient. Et malgré tout, il y a cette volonté aussi de adhérer aux visions socio-économiques locales, aux besoins locaux. Et je pense que Romain, là, tu as des éléments un petit peu pour ouvrir cette réflexion justement et finalement comment cette division entre qu'est-ce qui est du développement, qu'est-ce qui est de la biodiversité, ça se présente pas dans ces termes-là pour les communautés de ces territoires. Oui, alors le clivage entre biodiversité et développement, en tout cas sur le terrain, il est évident et bon, ça paraît logique comme ça, mais c'est dans la segmentation et la spécialisation des territoires déjà. C'est, je veux dire, historiquement, on a une histoire des limites avec des aires protégées qui imposent de nouvelles limites qui vont se superposer déjà à des limites administratives, à des limites coutumières. Et donc voilà, on crée des limites et on spécialise des territoires. Et d'un côté, on fait de la conservation dans des aires qui sont dédiées à la conservation, à la biodiversité, et on va faire du développement au-delà des limites. On en a déjà parlé un peu ce matin. Et ces segmentations, elles se retrouvent dans les lois. Je pense par exemple au cas du Cameroun où on a bien des segmentations très claires entre les zones pour la conservation, les zones pour l'exploitation minière, forestière et les zones pour les populations locales qui finalement c'est juste un espace assez restreint autour des pistes et des routes forestières où là finalement doivent agir les projets d'aide au développement, etc. Donc dans des zones finalement assez restreintes. Et cette segmentation-là, d'un point de vue spatial, elle se retrouve évidemment dans la segmentation institutionnelle, dans les différents projets, porteurs de projets, etc. Et bon, c'est vrai que l'histoire des aires protégées, elle a forcément influencé la géographie du développement. Puisque en fait, bon, après on peut se poser la question, est-ce que finalement l'aide au développement intervient pour régler des questions d'accès à la santé, de problèmes de revenus, de nutrition, de bien-être, etc. Finalement, pour des populations qui parfois, c'est pas le cas dans toutes les situations, mais qui ont été expulsés de territoires auxquels ils n'ont plus accès à des territoires. Donc finalement, l'aide au développement, est-ce qu'elle ne vient pas dans certaines zones spécifiques payer les pots cassés ou réparer les plaies finalement de politiques de conservation qui ont été initiées de manière, avec une forme d'exclusion des populations locales. Et donc après, comment ce clivage-là, il est perçu localement? Les populations localement, elles perçoivent ces clivages-là. Il y a des disjonctions à plusieurs niveaux entre à la fois les scientifiques ou les porteurs de projets et les populations locales, mais c'est des questions de relation à l'environnement, de relation à la ressource, du rapport au temps aussi. La question, par exemple, de l'idée de penser aux générations futures, voilà, c'est quand même une idée très très occidentale. Et les populations locales pensent pas forcément à leurs petits-enfants, est-ce qu'ils pourront voir les éléphants ou les gorilles? Donc, ok, on peut essayer de convertir les populations locales à cette idée de conservation, mais parfois ça bloque évidemment. Et donc voilà, il y a toutes ces frictions-là, mais qui sont en fait à un niveau vraiment de l'idéologie. L'idéologie des porteurs de projets est en disjonction avec l'idéologie locale, la manière de penser l'environnement, la manière de penser la nature, de penser l'espace, la mobilité, etc. Donc
y a vraiment un travail de fond à faire. Et justement pour aller au-delà, mais on en reparlera après, de cette question de limites et comment ne plus être dans... on fait de la conservation dans des aires protégées et on fait du développement au-delà des aires protégées et on essaie de gérer du conflit au-delà des aires protégées. Et est-ce que on pourrait revenir aussi sur un petit peu ces visions-là, parce que en fait, il y a cette notion, elles ont été exclues, mais est-ce que finalement avant il pouvait y avoir en fait une forme de, je reprends un peu les concepts que vous avez dont vous avez peut-être entendu parler, de land sharing, land sparing. Donc land sparing, c'est vraiment, il y a des endroits où on va faire de la conservation, il y a des endroits où il y a les humains et les activités de développement. Le land sharing, c'est un petit peu, en fait, on peut avoir une aire, enfin c'est ce qui a été montré par les nombreux cas de ce matin, hein, une aire protégée, alors avec différents degrés de strict, enfin de protection stricte, mais en tout cas, on peut avoir des aires protégées avec un bon niveau, enfin un niveau de bien-être, on va dire local, parce que celles-ci vont reposer sur les ressources. Et est-ce que ça c'est quelque chose qui est un modèle qui aujourd'hui, enfin fait consensus, alors j'allais dire pour les populations, mais en tout cas peut-être par rapport à celles que tu as connues sur le terrain, est-ce que ça c'est une vision à laquelle elles adhèrent et avec lesquelles elles trouvent un écho, de se dire en fait nous on n'a pas besoin d'autoroutes et de la fibre, de la fibre optique. Ce qu'on veut, c'est un accès aux ressources et un mode de vie qui est différent de ce que vous me vendez comme étant du développement. Oui, après, c'est extrêmement complexe et c'est à voir au cas par cas, parce qu'en fait, on pourrait être dans l'idée fantasmée aussi on peut laisser aux populations locales gérer eux-mêmes les ressources et tout va bien se passer, ils vont vivre en harmonie avec la nature, etc. Il y a des choses intéressantes dans cette rhétorique-là, mais souvent cette rhétorique-là, elle occulte en fait des questions beaucoup plus complexes de croissance démographique, de marchandisation des ressources et d'évolution de l'économie, etc. Donc c'est vrai que il y a un entre-deux à trouver sur ces questions-là, ouais. Ok, c'est bien. En fait, je ne sais pas si c'était complètement machiavélique de ma part, mais tu me donnes une passerelle pour me tourner vers Julien et ces questions économiques, parce que voilà, c'était en fait comment est-ce qu'on mesure ces bénéfices qu'on tire de la biodiversité de manière économique, financière. Julien, tu l'as déjà un petit peu abordé ce matin en parlant, mais donc finalement, ce que Marie-Cécile et Romain nous ont montré, qui est comment on construit un petit peu des visions en adéquation avec ce qu'ont les populations locales, de ce qu'est le développement, ce qui est une approche territoriale. Toi, tu travailles spécialement sur ce qui va parler un petit peu aux financiers, aux entreprises, qui sont aussi des acteurs importants du développement, alors que ce soit des entreprises locales, des entreprises internationales, mais qui vont aussi faire abonder des millions, des milliards sur le développement des territoires et la biodiversité. Et donc toi, tu travailles sur cette évaluation monétaire, enfin économique, pour que ça puisse leur parler. Et on va aussi mettre tes diapos. Ouais, et si c'est possible, tu peux avoir une petite télécommande. Ouais, parce que ça des graphes. Ça risque d'être un peu théorique, ouais. Oui, alors, en gros, c'est pas tant que je travaille avec des banques ou avec des financiers, hein, c'est plutôt de dire comment. Marie-Cécile, là, tu disais déjà, on a du mal dans un pays à travailler avec le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Aménagement du Territoire, et que de leur faire avoir une vision un peu partagée et exprimer une demande claire sur quel est le destin qu'ils veulent créer, quoi. Donc juste ce dont on discute là, c'est aussi de dire, et ça a été un peu évoqué ce matin, hein, c'est que il faut du temps, il faut des moyens, il faut de la constance dans ce qu'on fait. Et quelque part, ça questionne. Donc on l'a vu dans l'histoire aussi de convention de l'histoire de la conservation et du développement. Il y a cette idée qu'il faut planifier un peu les choses, qu'il faut avoir une vision, etc. Et donc le sujet, moi, sur lequel on me demande de travailler, c'est de voir comment on peut fournir des outils aux acteurs qui se posent des questions de trajectoire et de choix de futur possible, et comment on essaye de mettre des gens autour de la table sur c'est quoi le futur possible et comment on va le choisir. Et en même temps, donc, et c'est là où il y a un abysse entre ce que Romain nous présente, ou ce que vous faites, qui est le terrain, la réalité de la perception par les populations locales, quoi, et le fait que c'est quand même difficile, localement, de continuer sans avoir maîtrisé
le rouleau compresseur des milliards des marchés financiers, des milliards des investissements divers et variés, de construction d'autoroutes, etc., qui vont balayer toutes vos belles opérations locales, quoi. Sachant que donc, enfin, je dis des choses approximatives, hein, mais l'idée, c'est ce qu'on a en tête là, enfin, ce qu'on vous avez devant là, donc c'est qu'aujourd'hui, il y a un accord international pour dire, voilà, en 2030, on va essayer d'arrêter la perte de biodiversité, et peut-être qu'en 2050, on va commencer à la récupérer. Hein. Donc il y a derrière une idée qu'il y a des trajectoires, hein, et qu'on va essayer de changer la trajectoire. L'IPBES nous a dit, pour faire ça, les amis, hein, c'est pas en protégeant des aires protégées que vous allez y arriver, quoi. C'est avec des changements transformateurs majeurs de tout le système économique, quoi. Ça, c'est clair, quoi. Donc la question que nous, on se pose à l'AFD, c'est, bon, concrètement, le changement transformateur, comment on fait, quoi? Parce que là, effectivement, on a dit la conflictualité, hein, mais la conflictualité, c'est effectivement toute celle que vous avez tous les jours, hein, qui est comment je vais au boulot, à vélo ou pas, etc. Enfin, tous ces sujets-là, quoi. Et là, on va le poser à des gens qui déjà ont du mal à se nourrir, à avoir de l'eau potable, etc., quoi. Donc, franchement, bon, donc j'ai un boulot d'idiot, quoi, parce qu'en fait, je sais pas pourquoi je devrais pas être là. En fait, je devrais être j'aimerais bien être à la retraite moi aussi, ouais, et faire autre chose, mais bref. Donc je suis là-dessus, et donc le sujet, hein, c'est de dire, donc je fais un peu un retour d'évaluation, hein, c'est qu'en gros, si vous voulez, quand vous regardez un peu la situation, moi je vois pas très bien ce que vous voyez, si vous voyez ce truc-là, ça cache un peu un truc vachement important, hein, mais c'est de dire que en gros, ce qui se passe, ce que le ministère des Finances, le ministère de les banques, hein, etc., et voire le ministère de l'Agriculture, l'Environnement, etc., se pose, c'est de dire aujourd'hui, j'ai des paramètres à gérer, hein, l'état de la biodiversité, la pauvreté, les inégalités, etc. J'ai un temps devant moi, hein, dans les 5 ans ou 10 ans qui viennent. En fait, ce qu'on voit, c'est que globalement, avec tous les l'IPBES, etc., la partie qui est cachée, là, en gros, ça dit où est-ce qu'on est. Donc ça, la situation de mort, la catastrophe, on la connaît très bien, hein, elle est très bien décrite. Hein. La nouvelle situation, là où on voudrait aller, hein, je vous ai montré, on l'a, hein, en 2030, on voudrait récupérer la biodive, tout ça, on sait très bien où on veut aller. Par contre, hein, et c'est ça mon propos, hein, comment on fait pour aller du point A vers le point B, quelle trajectoire on va prendre, et au niveau national, jusqu'en bas, avec les populations locales, moi je vous mets au défi de dire dans quel pays on a la trajectoire qu'on va suivre, en sachant qu'on va passer par des points qu'on va connaître et qu'on pourra vérifier qu'on est sur le bon chemin. Ça, je prétends qu'aujourd'hui on ne le sait pas. On ne sait pas dire quels sont les risques qui vont se présenter au cours de la trajectoire. Et on ne sait pas non plus comment on va suivre, donc avec quoi on va mesurer que oui ou non on est bien sur le chemin qu'on voulait prendre, quoi. Donc ça, c'est mon propos, c'est ce que j'essaye de faire. C'est complètement dingue, ok. Et on se demande à quoi ça sert. Mais on t'en remercie. On ne part pas à la retraite tout de suite. Après, ce que je voulais juste, je me permets, donc là je prends du temps sur le colloque, parce que moi je sais que j'endors pas très bien la nuit des fois. Je vous rappelle qu'il y a 18 ans, hein, en 2005, hein, donc déjà des gens avaient fait des scénarios. Alors je sais que les scénarios, la prospective, etc., c'est fumeux, c'est dans des bureaux climatisés. Hein. On se demande à quoi ça sert. Mais en 2005, je vous signale juste, hein, et je vous le rappelle, qu'il y avait déjà des gens qui avaient dit un des scénarios qui risque de nous tomber dessus dans les années qui viennent, c'est l'ordre par la force. L'ordre par la force, c'est un scénario qui représente un monde régionalisé, fragmenté, préoccupé par des soucis de sécurité et de protection, mettant l'accent principalement sur des marchés régionaux, prêtant peu d'attention aux biens d'utilité publique et adaptant donc une approche réactive face aux problèmes, etc. Je vous passe le détail. Et c'est celle, donc, je ne sais plus, ouais, qui a la croissance économique la plus basse, hein, dans les pays en voie de développement et qui, en plus, a la croissance démographique la plus forte. Voilà, bon. Je vous laisse, bon, je fais pas de politique aujourd'hui, mais voilà. Hein. Ceci étant, donc aujourd'hui, la question qu'on pourrait se poser, c'est quand les gens là sont tombés d'accord pour dire en 2030 on va arrêter la perte de biodiversité, en 2050 on va la récupérer, d'où ça sort ce truc, quoi. Comment on va faire ça, quoi. Enfin, heureusement, il y a quand même des gens qui ont posé la question en disant mais comment on va faire pour arrêter la perte de biodive et comment on va faire pour la récupérer en 2050. Je vous signale qu'en fait, il y a des scénarios derrière ça. Il y a des scénarios macroéconomiques et ceci dit, ils sont très peu connus, pas très bien discutés. On a nous-mêmes eu du mal à comprendre ce qu'il y avait derrière, etc. Mais il y a celui-là, hein, qui est publié. Hein. Et en gros, il y a deux scénarios qui ont été mis en débat. C'est le scénario demi-terre, et on retombe sur ton land sharing, land sparing. Hein. Donc le scénario demi-terre, il y a un scénario qui a été conçu pour voir si on disait on coupe la Terre en deux, on met la moitié de la planète en conservation, l'autre moitié
allez-y les mecs, faites-vous plaisir, cassez tout et faites du développement et tout ce que vous voulez, quoi. Ou alors le scénario de planète partagée, où en fait on crée des mosaïques de coexistence avec la biodive, avec de la biodive dans l'agriculture, de la biodive dans les villes, de la biodive avec des connectivités avec les routes, etc. Enfin, c'est comment on fait de la biodive à l'intérieur de tous les secteurs, quoi. C'est le mainstreaming dont on parle. Il faut savoir que les deux scénarios ont été étudiés, et que bien évidemment, aucun négociateur international, c'est bien gardé de dire, c'est l'un ou l'autre qu'on va prendre. En gros, il faut savoir qu'aujourd'hui, chaque pays a la possibilité de choisir l'un des deux. La responsabilité a été laissée aux États de choisir la trajectoire qu'ils allaient choisir, quoi. Ça, il faut le savoir. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Et alors, juste, je termine, je suis trop long, mais je suis désolé. C'est juste pour vous dire que malgré tout, hein, une fois qu'on a dit tout ça, aujourd'hui, je voulais vous en parler parce que moi-même, j'en suis très surpris. Mais en fait, ces questions commencent à agiter quand même un petit peu des gens avec lesquels on ne parlait jamais, notamment les banques, le secteur bancaire, les banques centrales, les régulateurs de marchés financiers commencent à se dire « Ah ouais, mais alors, si on perd la biodive, ça va coûter combien le truc là, qu'est-ce qui va se passer, comment notre économie pourrait être impactée, etc. » Et figurez-vous qu'effectivement, ces gens-là commencent à vous écouter quand vous leur dites « en fait… oui, on peut peut-être commencer à dire comment ça pourrait quand même vous mettre en difficulté, quoi. » Alors on est très surpris parce qu'il y a plein de papiers qui sont sortis ces dernières années sur l'effet de la perte de nature sur la déstabilisation des marchés financiers. Ça existe, hein. Et je vous garantis qu'il y a un paquet de banques centrales avec lesquelles moi j'ai eu à parler qui sont tombés des nues, quoi, qui commencent à se rendre compte que ouais, ils avaient complètement un peu raté le truc là, ils ont raté la partie, il faudrait qu'ils se réveillent, quoi. Réellement, hein, je vous garantis qu'il y a des gens qui ne comprennent rien à la biodive, qui viennent nous dire ah ouais quand même, quoi. Et bien ça existe, quoi. C'est en train d'arriver. Il y a un groupe des banques centrales qui s'occupe justement de comment on va aider les banques centrales à prendre mieux en compte l'effet de la perte de biodiversité sur les économies mondiales et qui a sorti un cadre d'analyse de ce risque. Il y a la TNFD dont vous avez peut-être entendu parler qui commence à sortir un cadre pour dire à toutes les entreprises et aux banques comment elles devraient rendre compte de la façon dont elles prennent en compte le risque de perte de la biodive. Donc elles vont demander de plus en plus aux entreprises, aux banques de dire concrètement qu'est-ce qu'elles font pour limiter les risques liés à la perte de biodive. Et vous avez l'accord de Kunming. Voilà, donc j'ai terminé. Et juste pour vous dire, donc ce que je vais vous parler après, je vais vous donner des exemples de ce que ça donne. Notre cadre de travail, et le cadre qui est utilisé par les études dont j'ai parlé, il est ici, là. C'est en gros de dire, déjà, vous avez peut-être entendu parler de l'étude là de Dasgupta, hein, l'étude sur l'économie de la biodiversité, qui est sortie en 2019, je crois, et qui a martelé et qui a fait un peu passer dans le milieu économiste, chez les économistes, hein, qui étaient complètement autistes à la biodive, quoi, que oui, nous et nos économies, nous sommes ancrés dans la nature et nous ne sommes pas extérieurs à elle. Donc là, nous, ce qu'on montre, c'est qu'effectivement, la biodiversité, vis-à-vis des entreprises non financières, hein, l'activité réelle et les réseaux industriels, elle a un réseau de dépendance et d'impact vis-à-vis de la biodiversité. C'est de l'écologie de base, hein, mais aujourd'hui, c'est en train, ça y est, de percoler chez les économistes, quoi. Et à travers ces liaisons de dépendance et d'impact, on peut commencer à dire à des ministères des Finances, à des banquiers, etc., si vous perdez telle partie de biodive, voilà la consommation des ménages, comment elle va évaluer, voilà les salaires que vous allez perdre, voilà le nombre d'emplois que vous allez perdre, voilà les devises étrangères que vous allez perdre et qui ne vous permettront plus de rembourser votre dette extérieure, voilà les revenus fiscaux que vous allez perdre et qui ne vous permettront plus d'alimenter vos budgets pour payer vos fonctionnaires, et voilà comment vos banques risquent de se retrouver avec des prêts qui ne pourront plus être remboursés et qui vont vous mettre votre système financier à plat, quoi. Eh bien, je vous garantis que quand on présente ça, il y a un paquet de gens qui commencent à dire « Ah oui, ça nous intéresse que vous continuez à parler ». Merci beaucoup, Gilles. Du coup, voilà, là on était sur le sujet vraiment financier, monétaire et qui est un petit peu ce qui fait quand même tourner la terre, qu'on soit romantique ou non. Mais donc ça va être peut-être l'occasion. Tu as déjà parlé. En fait là, c'est toute forme d'indicateur. Et est-ce que la TNFD, la Task Force on Nature Related Finance Risk, bon voilà, vous avez les concepts clés. Eux, ils vont chercher un petit peu à prendre toutes sortes de paramètres et à les rendre visibles dans les reporting des entreprises financières et commerciales. Mais on va revenir un petit peu sur les autres outils au-delà des évaluations monétaires. Quels outils, méthodes on peut aussi utiliser alors
là, finalement, l'AFD, vous le faites aussi. Enfin, vous êtes aussi exposé aux risques et dépendances. Donc, rien que par vos activités, vous êtes exposé à ça, mais aussi tous les acteurs finalement qui interagissent dans les territoires sur lesquels vous êtes placés. Là, je vais peut-être commencer par me tourner vers Romain. Toutes ces questions-là, elles sont assez... enfin, toi, tu as plutôt travaillé avec les populations. Alors, il y a des indicateurs économiques de bien-être et une mesure matérielle, on va dire, de la prospérité. Mais quels autres outils, toi, tu as pu mobiliser ou méthodes, perspective tu peux apporter dans ce débat un petit peu de comment on choisit, où est-ce qu'on investit de l'aide au développement, comment on s'assure que les mesures qu'on va utiliser, comment elles sont en adéquation aussi avec ce que les gens ont sur le terrain. Ouais, je sais pas. Si tu nous parles de ça un petit peu. Oui, c'est très complexe. Hein. On en revient à toute cette question de évaluation des besoins. Que tous les projets veulent faire de l'évaluation des besoins et que parfois c'est fait de manière un peu trop rapide, justement. Voilà, on cherche à collecter les besoins entre une partie de la population, des représentants de la population, et puis on se base là-dessus. Et finalement, ça devient la demande sociale dont parlait Judicaël tout à l'heure, qui va se perdre après, au final, dans le projet. Et au final, il y a une distance énorme entre la demande sociale et la manière dont le projet va être implémenté. Donc c'est vrai qu'il y a cette question des besoins et des attentes des populations locales, elle a besoin d'être évaluée. Ça demande, en fait, le problème c'est que ça demande beaucoup de temps, ça demande une expertise en profondeur, une bonne connaissance en fait des enjeux locaux. Alors heureusement, ouais, on est quand même de moins en moins dans des modèles de développement qui sont imposés par le haut, enfin du moins sur le papier. Dans la réalité, souvent c'est quand même un peu différent. Et c'est vrai que l'intervention des sciences sociales, elle est de plus en plus mobilisée. Bon, nous, de notre point de vue, on aimerait qu'elle soit encore plus mobilisée sur des temps plus longs et pas parfois sur des expertises très courtes où il faut aller extrêmement vite. Et où après où on a livré un rapport, on n'a plus de nouvelles et il y a pas de suivi. C'est ça, ça un autre souci par rapport aux évaluations socio-environnementales et au monde de la consultance en général et comment il est construit. Mais c'est vrai que la question de l'intervention des sciences sociales dans les projets, en tant que nous, on se définit comme un peu traducteur culturel, comme intercesseur entre des grandes idées, des grandes théories, des grands concepts et la réalité locale. Et c'est vrai que parfois, les sciences sociales, les anthropologues sont mobilisés parfois trop tard, parfois au moment où il y a déjà un conflit qui a déjà lieu, en fait. Ou alors, en fait, au moment où le projet finalement est déjà écrit et où la marge de manœuvre, elle est finalement, elle est très faible, en fait. Et là, ça renvoie aussi à la capacité pour des porteurs de projets, des bailleurs de fonds, des organisations de remettre en cause leur idéologie du développement et de la conservation face à quelqu'un qui va remettre en cause complètement la manière de penser et la manière de mettre en application un projet. Et donc, dans l'idéal, il faudrait que les sciences sociales, justement, et avec une expérience du terrain et une expertise sur le terrain, soient impliquées vraiment dès le début, dès la conception des projets. Malheureusement, c'est rarement le cas. Et après, il y a toutes les questions des consultations. Je pense au CLIP, au consentement libre, préalable et éclairé, derrière lequel justement se cachent beaucoup d'organisations. C'est-à-dire qu'on fait du CLIP pour faire du CLIP, pour dire qu'on a fait du CLIP. Et finalement, concrètement, moi je l'ai vu plutôt sur des questions d'exploitation forestière où on a fait du CLIP, mais de manière vraiment à l'arrache, en fait. Voilà. Et c'est dommage parce qu'en fait, c'est cette différence entre obtenir un consentement et obtenir un accord, un consentement, une consultation en se cachant derrière un papier qui a été signé. Sauf que les questions de clip, de consentement, c'est des processus dynamiques qui peuvent être donnés, retirés, qui doivent être négociés tout au long d'un projet. Donc voilà, c'est toutes ces questions complexes-là où justement la recherche et les sciences sociales et le temps long en fait peut permettre d'avoir une autre
perspective et aussi d'avoir un regard critique en fait sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quoi les communautés locales. Et voilà, il y a cette illusion communautaire, c'est-à-dire qu'on va souvent considérer la communauté comme un tout indivisible, en oubliant qu'elle est traversée par des conflits, des enjeux, des jeux de pouvoir, des enjeux ethnico-politiques, économiques, et ça c'est extrêmement complexe, parce que on est vers une injonction participative. Il faut impliquer les communautés locales et c'est très bien, mais en fait le fait d'être dans l'injonction participative fait qu'on reste dans un système quand même qui est très dominé par le haut, c'est-à-dire que ça va être imposé, la participation, et ça va pas partir du bas, comme le projet de Jean-Christophe, un bon mon tour, où là c'est parti du bas. Et on voit que dans beaucoup de situations, comme les CFCL, finalement, sur des projets qui sont censés être communautaires, ils sont finalement accaparés par d'autres grosses organisations qui vont imposer leur manière de faire et leur idéologie. Donc voilà, c'est très complexe, et ça, ces questions-là d'engagement des populations locales, il faut aussi... il y a la question des organisations, de la société civile. Je parlais de cette illusion communautaire. Il faut être conscient aussi que les organisations de la société civile ne sont pas forcément représentatives des communautés, et que dialoguer avec des organisations de la société civile, c'est aussi dialoguer avec des organisations qui ont des partis pris, qui ont des idéologies, qui ont parfois des engagements politiques, idéologiques, économiques, des enjeux sur des territoires, ça on l'a dit tout à l'heure. Et donc, et c'est ce que disait Vincent sur les motivations à la conservation ou les motivations au développement, de voir tous les enjeux qu'il y a derrière, et ça à décrypter, oui, ça prend du temps et c'est complexe. Merci Romain, et du coup je vais peut-être me tourner vers Marie-Cécile maintenant. Bon voilà, c'est complexe. Oui, je sais que vous faites je crois que c'est compliqué, il faut qu'on fasse des projets simples avec des résultats rapides. Donc parce que ça c'est ce que nous demande notre conseil d'administration. Donc voilà, donc nous sommes sous des injonctions un peu tendues, du moins un peu contradictoires. Mais blague à part, je pense que j'aurais voulu revenir un petit peu sur en fait la production de connaissances. En quoi ça nous est utile. Ça peut paraître un peu le grand écart là, les deux présentations, mais en tout cas nous, au niveau de l'AFD, c'est très utile. La première présentation pour nous, elle est utile déjà pour ouvrir le dialogue avec les gouvernements. Le principal produit que l'on propose à l'AFD, c'est le prêt. C'est pas simplement pour endetter les pays, c'est aussi un moyen d'avoir un impact un peu conséquent, puisque les subventions sont rares. Il est extrêmement rare de trouver un pays qui est prêt à s'endetter pour la biodiversité. Soyons très clairs. Les pays s'endettent pour faire des routes, peut-être des écoles, mais la biodiversité, non. Et donc c'est bien avec des outils qui montrent le retour sur investissement de l'argent qui va être emprunté, même si c'est un petit peu... Parfois, c'est des modèles qu'on peut questionner, etc. Mais c'est un outil intéressant pour nous pour ouvrir le dialogue et pour montrer qu'il faut investir dans la biodiversité et qu'il faut investir relativement massivement. Et que ça ne va pas être des subventions, soyons très clairs. Donc ça, c'est la première chose. Après, si on descend plus bas, du moins plus à l'échelle en dessous, il faut aussi convaincre nos interlocuteurs qu'il faut investir dans des études, qu'il faut avoir de la connaissance. Et alors, j'entends toujours les pas de temps des projets sont trop courts. Je vous entends. Nous, on nous dit là-haut, c'est trop haut, c'est trop grand, c'est trop long. On entend. Je pense que c'est un peu oublier qu'il y a aussi une accumulation de connaissances qui se fait sur les territoires. À travers de la recherche, à travers d'autres projets, à travers bien sûr des compétences locales, des gens qui ont la mémoire, qui arrivent aussi avec cette information. À chaque fois, il ne faut pas repartir de zéro aussi. Je veux dire, il faut. Et donc, nous, on a une fois qu'on va dire, on a ouvert la brèche pour un projet de territoires ruraux qui intégrerait donc de la biodiversité, de l'agriculture, de la participation. On va avoir un travail ensuite de collecte de cette information.
pour essayer d'avoir un projet qui tient la route et qui est porté, et surtout qui est porté, quoi. Et je dirais que là, la recherche, elle nous guide aussi dans la définition de nos lignes rouges. On l'a dit beaucoup, on porte tous nos convictions. Là, ici, dans la salle, on est essentiellement avec des convictions du Nord, soyons très clairs, et on arrive dans les pays en développement avec nos convictions. Et parfois, on entend difficilement les convictions en face. Je vais vous citer un exemple qui est caricatural, parce que il est très houleux au niveau de l'AFD, c'est l'utilisation des pesticides. Vous, au Nord, vous dites il faut arrêter les pesticides. C'est mauvais. C'est normal, on a vu ce que ça donnait avec une utilisation massive. Dites ça à un maraîcher au Congo, il va vous dire que s'il arrête les pesticides, il aura rien, il aura plus rien. Et donc, je vous dis pas que les pesticides c'est bien, hein. Simplement on doit trouver des choses au milieu, des pratiques, on doit innover, et c'est là qu'on attend la recherche aussi beaucoup sur comment trouver des solutions qui sont réalistes, et puis surtout comment accompagner les transitions, comment arrêter de projeter aussi nos frayeurs qui sont liées à nos mauvaises pratiques, soyons très clairs, et essayons d'écouter aussi ce qui peut venir de nos partenaires et de leurs pratiques. Et ça, je suis désolée, moi j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, la recherche a le temps. Et les ONG, de par votre ancrage local, vous pouvez aussi faire remonter des choses, quoi. Mais l'innovation, elle viendra pas de moi. C'est pas gentil pour mes collègues, hein. Ils sont très bien, mais je pense pas qu'on aura le temps d'être innovant. On va être innovant sur de la construction de projets, mais pas sur de la recherche de solutions, quoi. Donc voilà, c'était un peu pour faire le lien sur qu'est-ce qu'on attend nous de la recherche. Et puis quand je dis recherche, c'est recherche fait par les chercheurs, mais aussi recherche appliquée. Et ça, à mon avis, elle vient beaucoup des ONG, elle vient beaucoup des projets et des experts locaux, quoi. Merci beaucoup. Et je pense que ça fait pas mal écho avec ce que disait Romain aussi sur toutes ces questions sociales, de consentement, etc. Hein, ce que tu disais sur finalement, est-ce qu'on impose un projet sur les pesticides ou est-ce qu'on a un dialogue sur quels sont vraiment les besoins du territoire en présence. Julien, toi, tu as d'ailleurs des exemples là-dessus de la manière dont tu as travaillé pour intégrer, donc toi, sur plutôt l'aspect socio-économique, enfin ces données économiques et financières, et notamment au niveau d'un pays, au niveau de l'Afrique du Sud. Alors, si tu veux en fait, c'est vrai qu'on a peut-être ce panel a l'air un peu étrange, hein, parce que, enfin, j'allais dire mauvais nom, excuse-moi. Mais en fait, c'est vrai c'est stratosphérique, quoi, le truc là, hein, entre ce qui se passe sur le terrain et moi, ce que j'essaye de faire avec des gouvernements, quoi. N'empêche qu'au final, la complexité dont on parle, les enjeux contradictoires, les injonctions contradictoires, les pas de temps contradictoires, en fait, vous les avez exactement au même niveau entre un ministère des Finances, une banque centrale, un ministère de l'Agriculture, etc. Et donc, de fait, on a quand même un peu les mêmes problèmes, quoi. Donc la question après, c'est de dire, et on le voit bien, quoi, c'est comment on arrive à mettre des gens autour de la table, de leur faire parler à peu près le même langage, se comprendre les uns les autres et commencer à discuter de mais où est-ce qu'on veut aller ensemble, quoi. Et trouver donc les bonnes personnes, sachant que malgré tout, chacun vient avec sa représentation du monde, ses intérêts politiques, etc. Donc, juste pour vous dire que nous, on essaye donc d'expliquer aux gens qui travaillent sur les pays que leur économie, elle est dépendante des services rendus par les écosystèmes. Et ça, je pense que c'est un aspect qu'on ne dit pas assez. Vous avez vu, on essaye de dire combien ça rapporte la biodive, là. Vous savez, la discussion qu'on a eue tout à l'heure, hein. Mais en fait, ce qu'il faut qu'on dise aussi, c'est à quel point votre économie, si la biodive s'effondre, combien ça va représenter de pertes, quoi. Et ça, si vous voulez, aujourd'hui, il y a plein d'économistes qui ont travaillé sur la partie impact et ce que ça rapporte, mais ils ont peu travaillé sur concrètement en quoi notre économie pourrait être en difficulté avec la perte de la biodive. Il faut savoir, je tenais à vous montrer ça juste pour vous dire qu'aujourd'hui, les outils dont on dispose ne regardent que la partie service d'approvisionnement, service de régulation. Elle est totalement ignorante de tous les services rendus qui sont les services culturels et esthétiques, et elle est totalement ignorante des services d'auto-entretien, etc. Donc juste pour vous dire que tout ce que je vais vous présenter, c'est une partie mais minime de l'enjeu, quoi, en fait. On ne sait pas faire mieux que ça pour le moment. Il y a un vrai souci, quoi. C'est pas du tout bon ce qu'on fait.
Donc juste pour préciser, voilà. Comme les services d'auto-entretien sont indispensables pour que les autres services soient fournis, et ben forcément on a un problème. On a quand même un problème. N'empêche qu'on arrive quand même à dire sur ces services-là qui sont là, en quoi votre économie pourrait être exposée et qu'est-ce que ça va représenter. Donc on l'a fait, nous. Le cadre théorique, c'est donc de dire, en fonction de la condition des services rendus par les écosystèmes, on regarde les services écosystémiques tels qu'ils sont, et en fait il y a un outil qui a été développé, qui peut ne pas vous intéresser, mais en gros il y a un outil qui vous dit, qui a recensé en fait quels sont les processus industriels, les processus de production qui sont hautement dépendants des services rendus par les écosystèmes, c'est en gros qui ne peuvent pas se passer des services rendus par les écosystèmes sans que ça ait des effets majeurs sur leur modalité de fonctionnement. Donc, on parle d'un degré de dépendance des activités productives vis-à-vis des services rendus par les écosystèmes. Et on arrive du coup à pointer quels sont les différents secteurs d'une économie qui sont dépendants de services rendus par les écosystèmes. Donc ça, c'est un outil AFD que vous utilisez. C'est un outil qui a été publié par le PNUE et c'est des chercheurs qui ont fait ce travail un peu d'identification en l'état actuel des technologies. Quelles sont les technologies qui dépendent de services et qui ne peuvent pas se passer d'un certain nombre de services rendus par les écosystèmes. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a connecté ça avec des grandes bases de données. Je vous passe les détails, mais qui ont la force, qui sont basées sur la comptabilité publique. Donc on oublie le secteur informel. On est aveugle sur tout un tas de pans entiers de l'économie des pays, mais n'empêche que sur la partie formelle, on arrive à dire quelles sont la partie de l'économie qui est plus ou moins dépendante de tel ou tel service écosystémique. Et on arrive en plus à savoir comment ça peut se répercuter dans les chaînes de valeur à l'étranger, voire éventuellement sur les achats dans les pays voisins, etc. Ça, c'est la grosse force de ce genre d'approche. C'est qu'on arrive donc du coup à remonter toutes les chaînes de valeur et de montrer comment un impact peut se diffuser dans toute l'économie avec les effets en cascade qu'on n'arrivait pas. Nous qui sommes écologues, on les conçoit, quoi. Mais les économistes, pour eux, c'était totalement théorique, quoi. Là, on commence à pouvoir leur montrer. Et ensuite, donc, comme je vous le montrais après, on arrive à leur dire si tel ou tel service écosystémique commence à se casser la figure, voilà ce qui va se passer sur votre consommation, vos salaires, vos emplois, etc. machin, etc. C'est ça le cadre théorique. Et donc, on arrive à le faire sur l'Afrique du Sud. Et à l'Afrique du Sud, on vient de montrer que 80% des exportations nettes d'Afrique du Sud sont fortement dépendantes du service d'approvisionnement en eau de surface. 80% des exportations. On leur a montré que 54% des biens consommés par les ménages, 37% des salaires versés, 53% des emplois formels sont produits par des activités qui sont fortement dépendantes des services de protection contre les inondations et les tempêtes. Et là, la Banque centrale, elle se réveille, quoi. Hein, quoi et alors le ministère des Finances, il commence à vous écouter, quoi. À dire, ah bon, mais d'où ça sort ce truc-là? Et alors après, ce qu'on fait, c'est qu'on leur dit, écoutez, on va essayer de voir d'où ça vient, quoi. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des données qui existent sur, par exemple, donc la fourniture d'eau de surface dans le pays, en essayant de le localiser dans le pays, et on a croisé ça avec donc les secteurs productifs qui sont dépendants au service de l'eau. Et donc, en croisant les deux données, quoi, on arrive à leur dire, en fait, maintenant qu'on raffine vraiment là où il y a vraiment des problèmes, au lieu des chiffres que je vous ai montrés, là, tout à l'heure, je vous disais que c'était 80% des exports en Afrique du Sud qui étaient dépendants du service d'approvisionnement en eau de surface. Quand on localise les choses, on leur dit, mais en fait, c'est 22% de vos exportations qui sont véritablement vulnérables parce que c'est des activités qui sont dépendantes du service et qui en plus se passent dans des endroits où ce service est en train de se casser la figure, quoi. Et donc on arrive à leur dire 22%. Alors je vous dis 80% là, ça m'intéresse, et 22%, en fait, la Banque centrale se dit, ah ouais, 22%, là, donc c'est moins que les 80, mais c'est vachement sérieux, quoi, parce que si l'Afrique du Sud perd 22% de ses exportations, il y a un gros problème, quoi. Et après, on est capable de dire, mais quelles sont les banques qui financent ces secteurs? Et alors là, la Banque centrale, ah bon quoi? Il y a 1200 milliards de rentes de prêts qui sont octroyés par mon système bancaire à des secteurs économiques qui sont dépendants du service écosystémique d'approvisionnement en eau. Mais alors, comment ils font si jamais ce service écosystémique se casse la figure, là? Et alors là, ils sont intéressés, quoi. Et là, ils veulent en savoir plus. Et là, ils veulent savoir quelles sont les entreprises, où est-ce qu'elles sont, dans quel bassin versant. Elles demandent à la société, à l'agence de la biodiversité, mais c'est quoi ces données-là sur la situation du stress hydrique? Je voudrais des données beaucoup plus précises, etc. Et là, ça devient intéressant. On fait la même chose sur les pressions. Je vais passer rapidement. C'est juste pour vous dire, vous savez que donc l'IBES nous a montré qu'il y avait 5 pressions principales sur la biodiversité. Aujourd'hui, les outils qu'on utilise pour la partie pression, cette fois-ci, comment l'économie impacte la biodive, elle est totalement, donc elle ne regarde que les 4 pressions là que j'ai encadrées. Elle est totalement ignorante, aveugle sur la partie espèces exotiques envahissantes.
pour être honnête, ça me fait vraiment suer, je suis poli, parce qu'en fait, du coup, on ignore tous les effets du commerce international, quoi, en gros, quoi. Ce qui est un peu gênant, mais bon, un jour, ça, on va y arriver, mais pour le moment, on en est là. Et donc, on fait la même chose, c'est-à-dire qu'on prend toutes les menaces qui sont, les pressions qui sont exercées par les secteurs d'activité sur les écosystèmes liés au changement d'usage des terres, aux pressions de gaz à effet de serre, etc. Et on remonte les secteurs et on leur dit, en fait, les secteurs qui sont les principaux sources de pression, de changement d'usage des terres, de pollution, d'extraction de ressources, etc., c'est autant de consommation, autant de salaires, autant d'emplois, autant de devises, autant de revenus fiscaux, etc. Et alors là, pareil, ah bon? Et alors donc, si on doit transitionner, si on doit réduire nos pressions, si on doit réduire nos dépendances, comment je vais faire et avec qui je vais travailler? Donc on a fait la même chose pour les pressions, et donc pour les pressions, on a fait par exemple typiquement le secteur minier. On a identifié quels sont les écosystèmes qui sont menacés par les activités minières en Afrique du Sud. On a collé où sont les activités minières en Afrique du Sud, la deuxième carte du bal, hein. Et ensuite, on leur a montré qu'en fait, c'est 80% des activités minières de charbon et 55% des activités minières de métaux qui sont situées dans des municipalités avec des écosystèmes menacés par des mines. Donc là, on commence à parler au ministère des Finances, au ministère, aux banques, etc., pour leur dire peut-être que le charbon et l'activité minière de métaux, c'est le moyen de réduire un certain nombre de pressions sur les écosystèmes centraux, quoi. Mauvaise nouvelle pour eux, hein, parce qu'en fait, ils ont déjà un gros souci avec le changement climatique pour sortir du charbon. Mais en fait, la bonne nouvelle, c'est de leur dire, mais en fait, en sortant du charbon, vous gagnez sur le climat, mais vous gagnez aussi sur la biodive, quoi. C'est ça aussi qu'il faut voir. Et on voit aussi que 71% des crédits des banques d'Afrique du Sud, plus de 140 milliards de rentes, proviennent de secteurs qui sont justement responsables de ces pressions. Donc pareil, la Banque centrale, elle se dit, oulala, si le gouvernement commence à prendre des mesures pour limiter la pression des secteurs miniers sur la biodive, moi j'ai 71% de mes crédits de mon système financier qui risquent d'être en difficulté, enfin possible collapse des banques, chute des prix, enfin une grosse crise financière, quoi. Et donc là, ça devient intéressant. Alors, merci beaucoup, Julien. Du coup, là, on était vraiment sur. Je pense que cet exemple sur les mines est assez parlant parce qu'on est sur, on va dire, un point de friction fort. Enfin, tout à coup, le ministère des Mines ou des Ressources naturelles se retrouve confronté un petit peu au pied du mur avec ces questions-là, et on va dire. Ça peut être une piste en fait pour cette fameuse intégration sectorielle sur laquelle on a achoppé, en tout cas depuis. Elles avaient déjà été formalisées dans le cadre des cibles d'Aichi, donc 2010-2020, sur lesquelles on a malheureusement échoué à progresser. Voilà, là on va dire que cette financiarisation et cette mise en exergue des risques vient révéler en fait ce besoin d'intégration, et donc on voulait un petit peu parler de ce point-là. Donc le levier financier en est un. Il peut y avoir peut-être d'autres leviers, et notamment, Romain, je voulais que tu discutes du secteur de la santé que tu connais. Alors là, il n'y a pas du tout les mêmes enjeux économiques derrière, en fait. Comment on peut faire prendre conscience que les enjeux de santé et de biodiversité sont liés. Moi, je connais pas du tout le cas des forêts d'Afrique centrale, mais par exemple, en France, le ministère de la Santé aujourd'hui ne fait rien sur la mise en place de la stratégie biodiversité de la France, alors que des tas de ministères sont impliqués dessus. On n'arrive pas à leur parler, même si One Health, etc. Comment, on va dire, s'il n'y a pas le levier purement économique, peut-être que tu vas me dire qu'il y a des enjeux économiques derrière, mais comment on peut parler un petit peu à des sphères qui aujourd'hui ne se parlent pas quand on doit intégrer la biodiversité dans des politiques sectorielles? J'ai envie de dire, ça passe aussi par des avancées et des réflexions d'un point de vue plus théorique, conceptuel, souvent issus du milieu scientifique. Ce que disait Julien par rapport au service écosystémique de la biodiversité, on l'a vu sur la santé. Voilà, ça c'est déjà bon. On le sait, dans le sens, on le sait, ça fait quand même des décennies qu'on sait que être au contact avec la nature, on a parlé de Fontainebleau tout à l'heure et les premiers textes qui parlaient de le contact avec la nature, c'est une source de bien-être, etc. Donc ça se décline à plein de niveaux, hein. Là, c'est vrai que la pandémie de Covid-19 nous a sauté au visage, et on a réalisé quand même les liens entre biodiversité et émergence de maladies infectieuses.
En tout cas, c'est une piste qu'au niveau scientifique, quand même, ça faisait des années que voilà, le concept One Health, ça fait 20 ans en tout cas qu'il est connu. Ça fait une quinzaine d'années vraiment qu'il est officialisé. Et après, bah, oui, ça pose la question. On reparlait tout à l'heure des clivages entre conservation de la biodiversité et développement. Et finalement, on a aussi ces clivages-là. On avait ces clivages-là. Ça commence à changer entre santé humaine et les projets d'amélioration des conditions de santé, etc., pour les populations locales qui vivent en dehors des aires protégées, et les projets de conservation de la nature qui travaillent sur la santé animale et la santé environnementale. Donc là, maintenant, de plus en plus, on parle de One Health. Alors ça avance, mais il y a en fait une énorme inertie entre la création de concepts et la popularisation de concepts et la mise en application sur le terrain, parce que justement d'un point de vue institutionnel et des opérateurs, ça reste très segmenté. Et après, bon, on peut faire un parallèle au niveau de la recherche avec la recherche interdisciplinaire. Il y a cette injonction interdisciplinaire de faire de l'interdisciplinaire. On essaye, moi je suis dans des projets de recherche interdisciplinaire, on essaye, mais concrètement après, chacun reste un peu dans son petit domaine, et il faut faire l'effort d'aller vers l'autre, de discuter, d'échanger, et donc voilà, parfois il y a une volonté, mais il y a des structures qui le permettent pas en fait. Donc il y a cette inertie d'un point de vue justement sectoriel. Et j'allais dire, voilà, toi, tu as avec des acteurs, enfin, donc au-delà de donc c'est sûr, il y a cette dimension recherche, et merci de l'avoir rappelé. Et après, est-ce que sur les projets terrain que tu as pu vivre par rapport aux acteurs de la santé, par exemple, quand tu leur parles de cette perspective, alors sans dire que c'est One Health, mais de cette approche de la biodiversité, tu trouves un écho? Est-ce que tu as eu plus de chance que moi au ministère de la Santé? Mais disons que j'ai travaillé, c'est différent. Moi, j'ai travaillé sur un projet d'amélioration de l'accès aux soins pour les populations pygmées. Donc là, c'était vraiment sur des questions de maladies chroniques, etc. Donc le lien avec la biodiversité n'était pas du tout à l'ordre du jour, même si en fait, si on creuse, il y a sans doute énormément de maladies chroniques qui sont liées à un déclin de la biodiversité. Il y a plein de maladies, je ne sais pas, la tuberculose, la lèpre, il y a plein de choses dont on ne sait pas en fait sur le lien avec l'environnement et le déclin de la biodiversité. Je travaillais un peu sur les épidémies d'Ebola, où là, le lien avec l'environnement, il est forcément de plus en plus évident sur les questions de déforestation, etc., même si ça reste souvent des concepts un peu flous en termes de recherche de la cause. Et après, bon, cette question de One Health, c'est sûr que depuis le Covid, ça commence à infuser dans les ONG de conservation. Je travaillais récemment en République centrafricaine dans les aires protégées de Dzanga-Sanga, donc une aire protégée qui est gérée par le WWF et qui a donc mis en place un laboratoire One Health, et donc qui travaille en fait sur les questions de compréhension des maladies émergentes dans cette zone-là, et oui, parce que ça permet à la fois de faire la prévention et de faire l'anticipation de maladies émergentes qui vont protéger à la fois les humains, mais aussi les populations de gorilles dans le parc. Et donc, ça commence à avancer. Et donc là, le WWF travaillait justement avec un laboratoire de virologie allemand qui, pour le coup, historiquement, ne fait pas du tout de questions de conservation et de biodiversité. Donc ça permettait du lien, et donc c'est intéressant. Ça prend du temps, mais il commence à avoir des choses, des passerelles, ouais. Et donc, je vais donner la parole à Marie-Cécile qui veut réagir, mais juste peut-être pour dire, là, avec ce point sur les laboratoires, enfin, on revient sur les secteurs économiques, en fait, finalement, dont parlait Julien, et les interdépendances, enfin, le secteur, pareil, de la pharmacie, peut-être, qui avait pas forcément un lien direct avec les enjeux de conservation. Oui, tout à fait, ouais. Marie-Cécile, tu voulais réagir? Je voulais juste compléter, on parle beaucoup de l'intersectoriel, bon là, on a parlé santé, agriculture, biodiversité. Il y a un sujet qui est aussi l'eau, où il y a une interaction très forte, l'accès à l'eau potable. Bon, ça a été abordé sur l'utilisation des eaux de surface, mais nos collègues qui travaillent sur l'eau potable ont bien sûr un sujet biodiversité énorme et protection de la ressource.
Je trouve qu'on devrait croiser cela aussi avec des sujets d'échelle. On a beaucoup parlé des territoires. Je vous mentionnais qu'on a parfois des problèmes aussi à travailler au niveau national avec le ministère de la Planification ou le ministère de l'Intérieur, des choses comme ça. Après, localement, on a souvent un problème de définition du territoire. On va être très vite enfermé sur des frontières administratives qui ne reflètent pas toujours l'objet même sur lequel on souhaiterait travailler. Donc ça peut être 2 villages, ça peut être 2 districts, ça peut être 2 provinces, ça peut être des petits bouts de 2 provinces. Et donc on a bien ces sujets, en fait, cette intersectorialité, elle se retrouve à tous les niveaux. On l'a beaucoup parlé ce matin de biodiversité, développement, mais en fait ces problèmes de faire rencontrer des personnes ou des outils qui travaillent de façon spécifique et qui ont des raisons de le faire, hein, parce que l'idée c'est pas de tout rejeter, hein, mais comment on arrive à faire croiser ça, c'est relativement complexe, quoi. Donc je voulais juste mentionner ce problème de l'espace, quoi. Et j'arrive plus à savoir si j'en ai parlé, parce que comme j'ai parlé avec différentes personnes, je sais plus, j'en ai parlé ici. Si je répète, vous me dites. Là, dans l'océan Indien, où je travaillais juste il y a 1 an. Sur les migrants. Toi, tu as juste sur les migrants. Donc, j'ai déjà parlé. Voilà. Juste pour vous dire que c'est vraiment un problème de dimension, quoi. On a un problème de savoir où on se situe par rapport à chaque problématique. Et d'un point de vue conceptuel, c'est extrêmement compliqué, en fait. Et c'est un problème conceptuel parce qu'il y a des relations. Après, c'est un problème de nombre de personnes à mettre autour de la table, que tous ces gens ne perdent pas leur temps aussi, parce qu'on va parler de choses diverses et variées. Donc voilà, juste pour rajouter une couche, que c'est vraiment, on est à plein de niveaux différents, quoi. Merci. Et je pense que tu tends une très bonne perche à Julien, puisque là, donc, on a parlé un peu, sur santé, ça progresse, mais finalement, c'est pas le secteur qui va changer la donne. Enfin, on parle beaucoup du changement d'usage des terres et des mers, qui est le premier facteur de pression. Toi, tu as plus travaillé sur ces sujets-là. Et donc, est-ce qu'à un moment, il y a un facteur d'exclusion mutuelle, donc l'agriculture, ça va pas, faut le jeter. Et je sais que ton propos va un peu rejoindre celui de Marie-Cécile. En fait, il y a trop de réalités différentes qui sont recoupées par ça. On tourne autour du fait, donc, de la complexité, du fait qu'on a du mal à distinguer la mosaïque de réalités, etc., hein, et de la mosaïque des différentes situations, quoi. Juste pour dire, donc effectivement, donc on se pose la question comment on peut changer l'agriculture, hein, alors vous voyez déjà, j'utilise un mot qui est pas bon, quoi. L'agriculture, en fait, l'agriculture, non, il y a des dizaines de types d'agriculture. Il y a des dizaines de types de conditions de réalisation de l'agriculture dépendantes de certains services écosystémiques selon les endroits où elles se réalisent. Et donc la difficulté, c'est d'arriver justement à comprendre ces différences, quoi, et essayer en essayant de limiter la casse, hein, d'adapter les solutions aux réalités locales, quoi. Ok. Donc typiquement pareil, hein, en Afrique du Sud. Alors je le montre. Hein, vous avez vu, on est arrivé à dire des choses pas trop idiotes sur l'eau et sur les mines, par exemple, hein. Eh ben, figurez-vous que sur l'agriculture, on n'a pas été foutu de conclure sur l'Afrique du Sud, quoi. Alors, l'Afrique du Sud, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'effectivement, on connaît les écosystèmes qui sont menacés par l'agriculture et le surpâturage en Afrique du Sud, on a la carte. L'Institut de la biodiversité d'Afrique du Sud a fait le boulot. Il est capable de dire aujourd'hui quelles sont les principales pressions liées à l'agriculture sur les principaux écosystèmes en danger en Afrique du Sud. Par contre, quand on va voir l'agriculture, l'agriculture, il vous dit ça. Voilà, aujourd'hui, moi, j'ai une zone où il y a des productions de céréales, puis j'ai une zone où il y a des productions de sucre, etc. Et en fait, on n'arrive pas vraiment à savoir quels sont les types d'agriculture avec les différents types de pratiques qui sont derrière ce genre de production. En tout cas, les données qui sont disponibles pour analyser ça, en fait, on les a pas trouvées, quoi. Et en même temps, pourtant, on nous a sorti ce type de carte où on nous a dit, oui, aujourd'hui, on sait que l'agriculture de conservation en Afrique du Sud, elle se développe plutôt dans telle ou telle région. Sauf qu'il n'y a pas de données quantitatives localisées plus précises au niveau du ministère de l'Agriculture et qu'on n'a pas été capable de dire au ministère de l'Agriculture, selon les différents types d'agriculture, voilà le type d'agriculture qui est plus ou moins en danger ou qui est plus ou moins responsable des pressions, et surtout combien vous avez de salaires, combien vous avez d'emplois, combien vous avez de
devises qui sont générées par tel type d'agriculture, etc. Et donc on n'a pas été capable, quoi. Et donc mon propos, c'est donc de dire qu'en fait, on manque de données. Et juste donc là, je fais un pas en arrière, hein, c'est de vous dire. Alors moi, je pense que je m'attendais à ce que vous partiez de la salle, hein, parce qu'en disant mais qu'est-ce qu'il nous raconte ce mec, ça n'a rien à voir avec nos boulots, de nos réalités, quoi. Donc c'est sympa, vous êtes restés, hein, merci. Mais moi, je pense qu'effectivement, peut-être que ça vous paraît stratosphérique, mais je pense que vous avez un rôle à jouer. Hein. Mon propos, c'est de dire que dans tout ce que j'ai montré, en fait, donc je vous ai montré qu'en fait, c'est très approximatif, c'est très perfectible, quoi, et que justement, il y a des pans entiers de l'information qui n'est pas accessible, quoi. Et que en fait derrière, donc vous voyez, sur l'agriculture, on a besoin que soient publiées des informations sur les types d'agriculture que vous mettez au point, hein, là où vous inventez des avenirs durables. Hein. J'adore pas le motto, comment on dit en français, le slogan là des parcs naturels régionaux. Ici, on invente une autre façon de vivre, quoi. Je pense que c'est ce que vous faites. Hein. Je pense que souvent dans les projets, vous inventez d'autres façons de faire l'agriculture, vous inventez d'autres façons de travailler en proximité avec de la biodiversité. L'enjeu, de fait, ces données, elles ne sont absolument pas remontées au niveau national, quoi. Donc nous, quand on essaye de faire des diagnostics pour essayer d'informer les gouvernements sur les choix de transition qu'ils pourraient faire avec des expériences qui existent, en fait, ces données, elles sont pas accessibles. Et donc, on n'arrive pas à leur parler, quoi. Tout ça aussi pour dire que, en fait, tous ces modèles-là, tout ce que je vous ai montré, ils reposent sur l'idée qu'on a des données en fonction de tel niveau de pression, voilà dans quel état est la biodive. Vous n'avez pas les moyens de financer, vous les ONG, ce type de recherche. Par contre, moi, ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, si vous publiez sur des plateformes en données ouvertes, type le GBIF, toutes les observations de biodiversité que vous faites, hein, chaque fois que vous voyez tel ou tel type de biodiversité, etc., il faut savoir que ces données qui sont donc que vous pouvez publier là demain gratuitement sur les sites internet du GBIF, la plateforme internationale d'information sur la biodive, en fait, donc qui accueille déjà 2,5 milliards de données d'observation de la biodive, vous voyez la heatmap là à droite, vous voyez que l'Afrique, on a quand même un gros souci, quoi. C'est très approximatif, hein, mais là où c'est rouge, c'est là où il y a le plus de données, là où c'est le plus noir, c'est là où il y a le moins de données, quoi. Là où je veux en venir, si vous voulez, c'est qu'il y a vraiment des zones où en fait les données remontent pas, quoi, et donc on a du mal à savoir comment, dans quel état se trouve la biodive en fonction des différentes pressions qui s'y exercent. Et juste pour vous montrer qu'en fait ces données qui sont en accès libre, juste l'observation, elles sont réutilisées par des publications, quoi. Et ça permet de faire des publications sur la conservation, sur la sécurité alimentaire, sur le changement climatique, sur les prévisions de l'effet du changement climatique, voire sur la santé humaine, donc le One Health dont on parlait tout à l'heure. Sauf que, donc, ok. Moi, je ne vous dis pas que vous devez faire tout ce que je viens de faire, qui est un peu absurde, quoi. Mais je pense que tout ce que vous voyez, tout ce que vous observez et que vous pouvez mettre à disposition dans des bases de données ouvertes peut être réutilisé et peut nous permettre de faire mieux notre boulot dans le futur et de mieux parler aux banques centrales, au ministère des Finances et aux ministères techniques qui ne savent pas dans quelle direction ils doivent aller, quoi. Merci beaucoup Julien, le message est bien reçu. Alors on avait un dernier segment sur les visions locales, mais Nicolas et Magali m'ont fait signe qu'on va quand même garder un peu de temps pour des questions, et si mes panélistes l'acceptent, je pense qu'en fait ces questions-là on les a déjà traitées en grande partie en traitant des visions locales, ça a été pas mal abordé ce matin, donc honnêtement je vois pas ce qu'on aurait pu rajouter. Donc je vous remercie fortement tous les trois pour ces grands écarts qu'on a fait, et j'espère qu'on va pas avoir trop de courbatures demain au cerveau en tout cas. Et je vois une question. Oui. Ce travail a déjà été fait soit par la France, soit par les États-Unis. Un travail qui analyserait l'ensemble de notre dépendance aux écosystèmes, puisque là on parle de l'Afrique du Sud, ça n'a pas été possible. Est-ce que la France, les États-Unis, ou que sais-je, le Costa Rica a déjà réalisé un travail global qui pourrait être le modèle applicable aux autres économies du monde? Donc c'est pour moi, ouais. Si tu veux, j'ai des éléments sur la CDB aussi. Oui, ouais, vas-y alors. Ah non, juste de dire, donc je ne peux pas répondre directement à cette question, mais en fait toute cette question de l'intégration des écosystèmes dans les comptes nationaux, le Natural Capital Accounting, etc., c'est une cible de la CDB. C'est une bonne question et je peux chercher et faire un renvoi pour le compte rendu, etc. Mais en tout cas, je crois que tout le monde est assez bredouillant, et il y a une initiative qui a été mise en place par le Programme des Nations Unies pour l'environnement et en partenariat avec leur système d'économique accounting, etc., pour proposer une méthodologie
Donc, je vous avoue, voilà que ça reste dans cette salle. Je ne sais pas quelle est ma parole publique sur ce sujet, mais en tout cas, il y a beaucoup d'outils. Donc, on croit en cette possibilité. Et en fait, je pense que les cas de Julien en Afrique du Sud le démontrent. Mais aujourd'hui, on multiplie les méthodos et c'est compliqué. Voilà. Donc, et qu'un pays ait fait l'exercice, tous secteurs confondus, tous écosystèmes confondus, et qu'il ait dit, je fais mon développement axé là-dessus. À ma connaissance. Enfin, je me dis que si Alain l'avait fait, on le saurait, mais... Non, donc la réponse à ma connaissance est non. Par contre, ce qu'on a fait, et là pour le coup, en plus j'ai un peu participé, on a publié avec la Banque de France la première évaluation de la dépendance, enfin de l'exposition du secteur financier français à la biodiversité. On a montré que 42% des titres détenus par les banques françaises sont fortement dépendants d'au moins un service écosystémique. 42% de vos économies dans les banques est dépendant d'au moins un service écosystémique, rien qu'en France. Et donc oui, non, ce type de méthode est nouveau, ça émerge. C'est pour ça que je vous en parle, c'est que c'est nouveau. Je pense que vous avez un rôle à jouer sur les discussions autour de comment il faut que ça soit traité. Je pense que vous avez les connaissances du terrain qui peuvent être utiles pour ce genre de discussion. Et mon propos, donc, c'était juste de dire que j'espère que j'ai été clair. Moi, je n'ai pas donné une valeur au capital naturel. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé systématiquement de montrer comment chaque service écosystémique, chaque pression a un lien avec l'économie. C'est totalement différent d'un tout un tas de démarches qui sont validées par les Nations Unies, qui sont validées par la Banque mondiale, qui consiste à dire, du moment que le dollar total de la somme de votre capital naturel, de votre capital social et de votre capital productif augmente, du moment que cette somme en dollars augmente, vous êtes soutenable. C'est ça que dit la comptabilité du capital naturel, etc. Donc en gros, du moment que vous avez épuisé toutes vos ressources en eau, mais qu'en même temps vous avez augmenté votre production économique, vous êtes soutenable, ne vous en faites pas, continuez les gars, tout va bien. C'est totalement différent de ce qu'on fait là. Merci à tous les trois. J'avais une question pour vous, Monsieur Calas. Nous, on soutient des ONG de protection de la nature locale qui cherchent à protéger une ou plusieurs espèces avec et pour la communauté et par la communauté et l'environnement. Ma question sur la dernière présentation que vous avez faite, c'était par rapport à des remontées de données qu'on pourrait faire sur la biodiversité, sur pas mal de choses, et un contexte des fois local ou national qui n'est pas forcément évident, où les relations avec les autorités locales sont là mais peuvent être difficiles. Comment on peut vous faire remonter ces infos sans mettre en porte-à-faux ou sans que les associations qu'on soutient se mettent elles-mêmes en porte-à-faux avec leurs autorités ? C'est une bonne question. Donc effectivement, alors non, mais vous avez raison. Donc la plupart des pays ont pris l'engagement là, avec la Convention de la biodiversité, d'améliorer la connaissance sur la biodive. Honnêtement, donc on retombe dans la même discussion, dans le même pays, dans le même gouvernement. Vous avez un ministère des Finances qui peut vous dire il faut publier les données, améliorer la connaissance sur la biodive, avec un autre ministère de l'Agriculture, etc., qui va non, mais ces données-là, c'est peut-être pas la peine. Le ministère des Mines, oh non, ces données-là, c'est peut-être pas la peine de les publier, quoi. Donc c'est vrai, il y a ce conflit-là, et tout ce que vous pouvez faire, c'est de vous rapprocher, quand vous savez que ça existe, des représentants du GBIF, donc si vous vous posez ces questions, contactez le GBIF France, au Muséum d'Histoire Naturelle, qui lui-même est en contact avec tous les GBIF, les nodes GBIF, les correspondants du GBIF dans tous les pays. Et en contactant ces gens, vous pourrez savoir de quelle manière vous pouvez au moins obtenir que, pardon, excusez-moi, pardon, merci, est-ce que je peux quand même publier telle ou telle observation sur le GBIF avec votre autorisation, quoi. Ils peuvent vous aider à le faire. Il y a des pays qui sont très, très réticents à le faire, mais il y a un certain nombre de pays qui publient et il suffit juste d'aller les voir et en fait ils attendent que vous le fassiez, quoi, en fait. Mais c'est vrai que ça n'est pas automatique et il faut que vous soyez très prudent de le faire. Les données de biodiversité, elles n'appartiennent à personne. Les données d'observation n'appartiennent à personne. Il n'y a pas de droit de propriété intellectuelle. Par contre, le fait de publier la donnée pour dire qui l'a observée, etc., et la mettre à disposition, il faut que ça soit fait en accord avec le représentant du GBIF dans le pays, quoi. Et c'est normal. C'est tout. Et nous avons un manuel sur la manière de le faire, la manière de publier. Il y a un manuel qui est sur le site internet de l'AFD si ça vous intéresse, quoi. Oui, je reviens sur le GBIF. Là, je pense notamment aux plateformes comme BirdLife, qui ont des plateformes énormes. Bon, là, on parle plutôt des oiseaux, mais qui ont des données monumentales. Est-ce que le GBIF les utilise ?
Alors c'est très intéressant aussi parce que donc effectivement, s'il y a la majorité des données qui sont produites par BirdLife sont reversées dans le GBIF. De fait, le GBIF, un des problèmes, c'est que justement, comme d'habitude, je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais les oiseaux sont surreprésentés dans le GBIF, quoi. Parce que tout le monde observe les oiseaux, quoi. Donc c'est pour ça que je vous en parle, parce que si vous observez autre chose que des oiseaux, c'est super, quoi. Franchement. Et parce que les oiseaux sont... C'est sympa, les champignons, c'est sympa. La végétation, c'est sympa aussi, quoi. Et les oiseaux, c'est intéressant comme bio-indicateur, notamment sur les pressions, mais par exemple sur les dépendances. Enfin, non, bien sûr. Non, mais voilà, en fait, que la richesse des écosystèmes qui vont pouvoir nous permettre de montrer ces importances économiques aussi vont au-delà de ce que certaines espèces bio-indicatrices peuvent nous annoncer. Moi, je voulais juste revenir sur 2 trucs. Sur le santé biodiversité, vous en avez parlé très rapidement, mais faire attention aux caricatures, parce qu'il y a tout un discours autour de la santé et de l'effet dilution théorique, très très théorique, de plus de biodiversité qui diminuerait les risques de transmission zoonotique. On a très très peu de papiers qui montrent ça, c'est très théorique en fait, hein, parce qu'à l'inverse, plus il y a de biodives, plus il y a de micro-biodives, donc il y a aussi plus de risques. Et en même temps, c'est un discours qui est repris pas mal par les conservationnistes au sens large pour dire, la biodive, c'est aussi un rôle important pour diminuer les risques sanitaires. Et en fait, on n'en sait pas grand-chose. Donc, sans dire que c'est faux, être vigilant sur comment on manipule ça. Et puis enfin, pour mettre un peu les pieds dans le plat, moi j'ai l'impression que depuis ce matin presque, tout à l'heure, Marie-Cécile Thirion nous dit on nous demande de faire des projets simples et rapides, hein, en exagérant, mais quand même on est entre les deux avec le haut qui nous dit il faut dépenser beaucoup un peu de temps, et le bas qui nous dit il faut dépenser moins mais plus longtemps. Et donc ok, donc ça c'est une volonté politique finalement, hein, parce que l'AFD c'est quand même une agence liée au gouvernement français, donc il y a une volonté politique derrière tout ça. Et tout ce dont on tourne autour depuis tout à l'heure, c'est ce que Valérie Boisvert en a pas parlé, mais c'était sur sa diapo, c'est l'idée de capitalocène à la place de l'anthropocène. C'est comment la finance et l'économie du monde est structurée aujourd'hui et comment il y a des concentrations d'utilisation des ressources qui ont des conséquences sanitaires sur la biodive, sur le climat, sur les inégalités sociales. Et donc oui, il faut des changements transformateurs, mais nous on peut pas faire grand-chose, ni les ONG, c'est les politiques qui peuvent faire des choses, mais... Je voulais juste dire ça, ça me semblait important. Non mais, alors là, super, bravo. Mais je suis citoyen français, vous êtes citoyen français, vous êtes une ONG, vous représentez des gens qui connaissent le terrain. Faut pas me la raconter, il y a un certain nombre de ministères qui vous demandent votre avis sur un certain nombre de choses. Vous avez la possibilité d'écrire à vos députés. Moi, je ne veux pas me défausser, hein. Nous, on fait ce qu'on peut à l'intérieur de la maison, mais je vous garantis que le débat sur dépenser beaucoup rapidement par rapport à tout ce que vous savez sur il faut du temps, il faut de la longueur, il faut s'inscrire dans la durée, il faut que l'AFD ait les moyens de donner des financements sur le long terme pour la biodive. Nous, je veux dire, on n'a aucun effet, mais alors aucun effet. Par contre, des ONG, une coalition d'ONG de l'UICN qui serait membre de Coordination Sud et qui ferait une campagne sur ce sujet-là, peut-être qu'il pourrait se passer des choses, quoi. Je n'ai rien dit, je disparais. J'allais exactement dans ce sens-là. Si on nous demande ça, c'est aussi parce qu'on nous dit que le citoyen français veut voir de l'efficacité dans son APD. Je veux dire, et qu'on doit lui raconter une histoire simple, hein, avec des effets directs, des impacts directs, visibles, alors qu'on est tous conscients que ça prend du temps. Donc on est pris entre ces injonctions, comme l'a dit Julien, donc nous on fait ce qu'on peut, mais voilà. Et donc moi je dirais pas les ONG, mais c'est le citoyen français qui interpelle régulièrement à quoi sert l'APD, à quoi sert ce qu'on fait, pourquoi on le fait pas chez nous. Etc. Et ça, c'est un autre point et qui a été un peu soulevé par la question sur est-ce qu'on a ce modèle chez nous. C'est que attention, une fois de plus, à ne pas transposer nos souhaits à l'extérieur. On est aussi responsable de ce qu'on fait chez nous. Je vais reprendre le cas des pesticides parce qu'il me fait mal. Je veux dire, on a encore des histoires sur le glyphosate en ce moment.
Voilà. Donc, qui est-on pour dire aux pays en développement, vous arrêtez les pesticides? Voilà. Donc, une fois de plus, je suis pas, je n'ai aucun intérêt dans les pesticides, et je suis sûre que ça a un effet négatif, mais je sais aussi que ça peut servir à quelque chose. Donc voilà. Donc tout ça pour dire qu'il faut être, il y a un sujet réaliste. Il faut être réaliste. Il faut être humble. Et bon, alors je sais que l'AFD n'est pas très humble, ou je sais pas, on paraît pas très humble, mais en tout cas, on vous écoute parce que on vous écoute, mais on écoute aussi les gouvernements. Je pense que c'est assez important pour nous parce que on est aussi conscient que si on ne travaille qu'au niveau local, il y a un problème après de changement d'échelle, et c'est là aussi un autre problème, et on est loin d'avoir résolu celui-là. Mais voilà, donc tout ça pour dire, moi ce que je retiens de la journée, en tout cas énormément, c'est que on avance. Il y a des sujets qu'on n'abordait pas comme ça il y a, je dirais, 5-6 ans. Mais on est encore loin du compte, et d'ailleurs de toute façon c'est normal parce qu'il y aura pas une solution unique et simple. Mais et je vois qu'à chaque fois qu'on avance vers quelque chose, il y a un autre truc qui se rajoute par-dessus, quoi. Donc là on arrive à mieux travailler sur tout ce qui est conservation et développement. Même s'il y a encore énormément de tensions, mais maintenant se rajoutent des sujets. Alors, on n'a pas beaucoup dit, mais moi il y a vraiment un sujet sur la crise, sur les crises, l'impact des crises sur la biodiversité et le développement. Malheureusement, je crois qu'on n'est pas dans une situation où ça va l'air de se calmer, mais donc c'est aussi quelque chose qui se rajoute avec des sujets de sécurité. La discussion qu'il y a eu en fin de matinée sur des sujets de African Park, de dialogue, et quelqu'un a quand même dit qu'ils étaient aussi dans une situation, dans des zones de non-droit, d'insécurité. On est sur, voilà, tout ça pour dire que ça rajoute à la complexité, et je n'ai aucun avis sur le sujet, quoi. Je vois juste que ça rajoute sur la complexité, et que les communautés autour des zones protégées ou autour ou qui souhaitent préserver la biodiversité, elles sont aussi fragiles elles-mêmes. Elles sont aussi soumises à ces violences, parfois crise humaine, mais aussi violences économiques, etc. Donc on est sur cette chose très instable qui fait que c'est sur lequel on doit continuer à avancer. J'ai pas de solution, quoi. Je suis désolée. Et la recherche non plus. Il y avait une dernière main levée, j'avais vu, mais je sais pas. Oui, c'est moi, Cécile Astier. J'avais une question, notamment par rapport au fait qu'il y aurait, si j'ai bien retenu le chiffre, à peu près 58% des activités économiques qui seraient pas en risque par rapport à l'effondrement de la biodiversité, si on fait 100-42. J'ai un peu de peine à penser que ça puisse être aussi élevé. Alors, j'ai peut-être mal compris votre propos, mais oui. Mais disons que ça me semble qu'on puisse le quantifier de manière simple sur 42%, ok, mais qu'il y ait une part aussi importante de l'économie qui ne dépendent pas de la bonne santé de la biodiversité. J'ai comme un doute. Donc ça, c'était ma première remarque et demande de clarification quelque part. Et j'avais également une deuxième remarque pour rebondir aussi sur des propos que vous aviez eus. On s'en sortira que s'il y a des inflexions majeures de sociétales, économiques, de mode de vie, etc., etc. Bon, on est sûrement dans un public relativement sensibilisé, voire convaincu. Mais quand on voit par exemple la politique qu'on a aujourd'hui de tout vers l'électrique, notamment sur la flotte automobile, et quand on voit la destruction massive que peuvent avoir des entreprises minières pour extraire les différents métaux dont on a besoin pour faire ces jolies batteries non recyclables pour l'instant, quand on voit la pression qu'on met pour y aller à fond versus la destruction catastrophique d'écosystèmes, on se dit quand même des fois que ok, le pétrole et le charbon c'est pas top, on est bien d'accord, mais on se dit aussi qu'on a peut-être oublié de regarder un ou deux juste énormes éléments d'impact, et qu'en fait on fait peut-être des choses un peu contestables.
Juste en rebondissant directement sur ce point, et parce que on travaille un peu sur cette notion de changement transformateur, faire du tout électrique, c'est pas un changement transformateur. Enfin, parce qu'en fait, on remet pas en question combien de voitures sont en circulation, quand est-ce qu'on les utilise, etc. Donc, c'est vraiment se poser la question de ces usages. Et c'est vrai que là, enfin, Julien, tu pourras compléter, mais moi, tel que, en tout cas, je vois aussi le positionnement de cette réflexion par rapport au changement transformateur, c'est que, en fait, là, on est en train de dire qu'il va falloir produire différemment, par exemple, en agriculture, et ça veut dire que peut-être qu'on aura moins de rendement. Enfin, donc là, je connais moins les situations dans les pays du Sud et sur toutes les questions de sécurité alimentaire, mais par exemple, la question se pose en Europe par rapport aux ambitions de restauration de la nature, etc. Et de pouvoir dire non, on met pas en danger notre sécurité alimentaire, on met en danger la rentabilité économique d'un secteur qui est par ailleurs sous pression. Mais donc en fait, le changement transformateur là, c'est de se dire ok, en fait, l'agriculture, on va plus la chercher pour des questions de rentabilité économique. On invente d'autres usages et un autre rapport à notre consommation, et ça vaut pour la voiture. Et avec et en fait, c'est l'intérêt de ce point d'entrée, c'est que et son côté transformationnel, c'est que ça change toute la chaîne d'impact, alors que passer à tout électrique, ça change pas toute la chaîne d'impact, puisque on garde une exploitation minière forte. Mais voilà, je laisse Julien peut-être compléter. Oui, non, mais c'est plus. Donc là, je pense que ça répond peut-être un peu à la question, mais la première, donc sur les 42%, bon, c'est bien, je suis surpris franchement. Vous avez pris beaucoup de café, vous. Non, mais vous avez raison. En fait, ce que j'ai voulu dire, c'est ce que j'ai dit, c'est que ces 42% des titres détenus par les banques françaises dépendent fortement, directement, en fait, c'est ça que j'ai peut-être pas dit, d'au moins un service écosystémique. Et vous avez raison, ça veut dire que les 58%, ils peuvent dépendre un peu moins fortement, mais ils dépendent aussi. Et en plus, c'est de la dépendance directe. Si on regarde les dépendances directes et indirectes, c'est ce que je vous disais, grâce aux tables de chaîne de valeur, en fait, si on commence à regarder les effets en amont et en aval, alors là, c'est plus 42%, en fait. Très rapidement, vous commencez, et c'est là où ça parle aux banques centrales, quoi. C'est qu'elles comprennent, enfin, que ça a des effets en cascade, des effets dominos, qui sont assez majeurs dans une économie qui est mondialisée comme la nôtre, quoi. Et donc, effectivement, nous, on s'est borné à dire, le premier domino qui risque de tomber, c'est déjà 42%, quoi. Mais effectivement, en fait, si on regarde les tables, en fait, toute l'économie est intriquement liée, quoi. Voilà. Donc vous avez raison. Bravo. Merci beaucoup à tous les trois. Bon, écoutez, on a ouvert beaucoup de perspectives, je pense. J'espère que ça encourage les ONG dans la salle à pouvoir contribuer par leurs données, par leur expérience. Voilà, on a parlé recherche, mais leur lobbying. Ce que l'IBES préfère comme terminologie, c'est les savoirs, les systèmes de savoir multiples. Et en fait, vous êtes aussi producteurs et détenteurs de savoir par vos expériences de terrain. Donc, j'espère que ça vous a montré un petit peu comment ça peut nourrir aussi bien des réflexions stratégiques que des projets de recherche, et que ensemble, on peut créer des nouveaux concepts, des nouvelles façons de faire, et les porter vers les tenants du statu quo, si je peux ainsi désigner, on va dire, les intérêts économiques en place et les politiques publiques qui sont alignées dessus. Donc merci à vous trois, et merci à nos panélistes, merci Agnès.